L'art du recommencement. Dans son film, Tarantino ressuscite via ses personnages un mot d'ordre, une attitude, synthèse des années 50-70 américaines, être cool. Cool comme le cowboy Marlboro. Il a d'ailleurs inventé sa propre marque fictive de cigarettes, les iconiques Red Apple. Pomme rouge qu'on retrouve dans toute sa filmo, rouge comme la passion, et son amour des personnages féminins forts, rouge comme le sang, qui survient presque toujours pour mettre de côté la distraction verbiale de ses personnages, instrument primordial du suspense Tarantino. Être cool implique une préoccupation dans le détachement, et inversement, ce qui produit un dédoublement et fait coexister deux intensités contraires et indissociables. Souffrir sans en avoir l'air, être un impitoyable tueur sans en avoir l'air. On retrouve ce dédoublement au niveau narratif, via des failles, des oppositions et des décalages historiques internes au système des personnages. Par exemple, dans le salon de Mia et Marcellus, on trouve à la fois un vieux magnétophone à bande sous lequel on voit une pile de CD et sur lequel Mia écoute Girl You'll Be a Woman Soon, ainsi qu'un système de caméra miniature qui semble bien inutile. Si on va plus loin, on peut noter que Mia n'écoute pas la version originale de Neil Diamond de 1968, mais la reprise de Huge Overkill de 1992, alors que cette version ne doit pas exister sur ce format. Le résultat, une troublante expérience temporelle, c'est un passé qui émerge comme plus présent que le monde actuel. Pourtant, ce présent, on ressent bien qu'il est là, à l'extérieur des lieux clos, car oui, la quasi-totalité de Pulp Fiction se passe dans ce qu'on peut appeler des boîtes sans âge, sans localisation, et dont l'extérieur, quand on le voit, est flou, lointain ou nocturne, comme encadré. Ce super cadre est visible par exemple dans la vitre arrière du taxi de Butch. Il est aussi explicitement dessiné du doigt par Mia à Vincent lorsqu'ils arrivent au resto Jack Rabbit Slims. Ce super cadre, avec le recul, est présent au sein de toute sa filmo. Récemment, Tarantino ayant confirmé l'existence de liens entre ses films à travers deux temporalités, l'une réelle, l'autre fictive au sein de cette réalité. Exemple frappant dans Pulp Fiction, on ne peut pas s'empêcher de penser à la mariée de Kill Bill lorsque Mia relate son expérience d'actrice dans un pilote de série annulée, où elle incarne une experte en armes blanches dans un gang de 5 tueuses. Super cadre encore peut-être lorsque Vincent sirote son verre de scotch en attendant Mia devant un tableau d'une fille sur un canapé, faisant écho à la scène de Mélanie allongée devant la télé dans Jackie Brown. D'ailleurs, on aperçoit également un autre tableau peint dans ce tableau. Le passé qui émerge est encore amplifié par le fait que Tarantino se positionne clairement comme un récupérateur des déchets industriels de la culture, tout en symbole devant la casse à la fin, où Vincent et Jules vont se débarrasser de la voiture avec le cadavre de Marvin. Wolf dit en montrant l'héritière de la casse, un jour tout ça lui appartiendra. Le message est appuyé, l'accumulation d'objets inutiles, vieilles VHS et autres bibelots, à nous de les trier, les recycler et les réhabiliter. À l'ère du streaming, le retour du vinyle, à l'époque où beaucoup de productions sont des reproductions, des reboots pour recommencer. En parlant d'héritage, quel meilleur symbole qu'une montre, celle que Butch a reçue de son père et pour laquelle il doit littéralement revenir en arrière. Pour réhabiliter cet héritage, il faut d'abord le digérer pour le transformer. Et c'est pas pour rien que Vincent et Jules vont se faire un steak en sortant de la casse. C'est à ce moment que la structure narrative est désarticulée. Les rapports de causalité sont littéralement annulés. La scène du braquage se trouve dédoublée, Yolanda Honeybonny ne dit pas exactement la même réplique. Dans la scène du début, Jules et Vincent n'étaient tout simplement pas là. On en déduit que toutes les scènes auraient pu se dérouler dans d'autres directions avec d'autres personnages, avec d'autres décors, formant une boucle qui ne revient pas exactement sur elle-même. Au début encore, Vincent, qui revient d'Europe et qui n'est autre qu'une version vieux continent de Jules, raconte à Jules les différences et similitudes entre l'Europe et les États-Unis. Il lui explique que le Quarter Pounder with Cheese est appelé Royal Cheese à Paris et qu'en Hollande, ils mangent les frites avec de la mayonnaise à la place du ketchup, noyé dans la mayonnaise. Tu vois le tableau ? L'autre ingrédient de Pulp Fiction cher à Tarantino, c'est l'ironie romantique précisément, consciente de la contradiction entre l'idéal et le réel. Rire de ce qui n'est pas drôle impliquant un écart entre la forme et le contenu. La mauvaise blague est racontée par Mia à Vincent juste après qu'elle ait failli mourir d'une overdose sur la famille Tomate. Ce qui fait rire, c'est l'écart entre l'insignifiance de la blague et la gravité de la situation. Or, la blague en VO comme en doublage VF met bien en scène la famille Tomate. Mais les puristes remarqueront que le sous-titrage VF de la VO, en tout cas DVD, met en scène la famille Citron, dédoublement. Le katana fait lui aussi l'objet d'une sorte de blague due à son inefficacité relative. Katana ou tronçonneuse, katana ou arme à feu. On dit que l'arme fait le guerrier à son image. Les revolvers viennent toujours brutalement mettre fin à ce suspense. Et au milieu, la dignité du katana vengeur surgit. On remarquera d'ailleurs qu'il apparaît juste à côté d'une voiture jaune rayée de noir.